Ici, podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode d'Ici Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Alexis Briclot, concept artiste, qui a travaillé notamment dans le monde du jeu vidéo, qui a travaillé aussi pour Magic et pour Marvel, qui nous fait l'honneur de sa présence. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous, bonjour à toi, merci de me recevoir. Tu l'as dit, en fait, j'ai beaucoup de cordes à mon arc, j'ai travaillé dans beaucoup de domaines différents, toujours liés à l'image. J'ai même fait un petit peu de bande dessinée, du comics américain, j'ai fait beaucoup d'illustrations. Pour le jeu de cartes à collectionner Magic the Gathering entre autres. J'ai travaillé dans le jeu vidéo, j'ai cofondé mon propre studio, donc dans l'entertainment, avec lesquels on a sorti notre premier titre, c'était Remember Me. Ensuite, pour les connaisseurs, il y a eu d'autres titres comme Life is Strange, Vampire. Life is Strange, qui est un jeu que moi j'adorais. Ouais, c'est une grosse claque vidéoludique, le fait d'avoir une petite série où tu joues en même temps. J'ai un de mes jeux préférés pour le coup. Le studio a développé aussi le deuxième. Ouais. Et puis tu l'as dit également, ça fait plus de 6 ans que je travaille avec l'équipe clé de développement visuel, ce qu'on appelle VizDev, là, pour Marvel Studios. Donc sur tous les gros films et les séries. Là, Comment ça se passe ton travail au sein de Marvel? Alors moi je suis un des rares, même peut-être le seul là, qui est en Europe. Le cœur de l'équipe, en fait, la plupart sont en interne. Les bureaux sont à Burbank, à Hollywood. Donc vraiment avec Disney Marvel, c'est le cœur du développement. Et mon travail, si je devais le résumer, il consiste il y a plusieurs facettes. Il y a le caractère design. Donc création du personnage. Création de personnages, le look des personnages. Alors à savoir aussi qu'il y a des personnages qui vont être interprétés par des acteurs, forcément. Du coup, c'est rigolo, mais il y a des contraintes en fait spécifiques, des choses à garder en tête. Par exemple, si tu bosses sur Chris Hemsworth, par exemple, qui est l'acteur de Thor, sur son costume, en fait, c'est des petites connaissances que j'ai acquises avec le temps. Tu vas essayer de réfléchir et de garder certaines zones, pas trop chargées, pour qu'il puisse rester mobile, entre guillemets, que le costume soit pratique, parce que la finalité, c'est que si le gars il a un costume qui est fait en vrai, et qu'il doit le porter pendant 8 heures, et surtout faire des cascades avec, ou une partie des cascades, il faut qu'il soit mobile et qu'il soit pas contraint et immobilisé, là, comme une espèce de Robocop. Ouais, donc c'est là vraiment on sort un petit peu du domaine comics 2D, tu penses aussi à la qualité de vie de l'acteur qui va porter ce costume? Ouais, de façon générale, je dirais que le concept art, en fait, tu vois, que ce soit en jeu vidéo ou au cinéma, en gros, c'est pas la finalité. Par exemple, si je fais une illustration pour Magic, ça va être imprimé. En gros, l'image que je fournis, c'est le produit final, c'est ce qui va être sur la carte, en fait, tu vois, du jeu. Ou je fais une couverture de bouquin ou de comics, bim, ça va être sur la couverture comme ça. Un concept, par contre, c'est un espèce de, ça fait partie du processus de développement. C'est un outil. Quelque part, tu nourris la machine. Alors après, c'est frustrant, c'est extrêmement dur. Moi, des fois, avec Marvel, j'avoue, je peux pas me plaindre, les conditions sont exceptionnelles, mais l'autre pendant, c'est que j'ai parfois des mois de boulot, des semaines de boulot, tu t'attaches à ton taf, tu t'y donnes à fond et qui partent à la poubelle. Pas parce que t'as pas été bon, parfois c'est parce que le concept de base a changé, parce qu'un personnage a dégagé, ça c'est pas ton ressort, tu vois, c'est au niveau du scénario ou plein de choses comme ça. Donc ça c'est l'autre pendant, ouais. Et du coup, à garder en tête, qu'est-ce que c'est la finalité en fait? Et moi, du coup, tu vois, voilà, ça va être un personnage qui va apparaître à l'écran. Donc encore une fois, s'il est interprété par un acteur, souvent ça m'arrive de faire mes devoirs, tu vois, et quand je sais, quand on est dans le processus de développement, parfois je travaille sur un perso et tout d'un coup, bim, pop, ça a avancé et on me dit, voilà, tiens, il y a des discussions qui ont été avancées avec tel acteur, je vais commencer à me documenter sur lui et du coup, ça m'influence même sur comment je vais appréhender le personnage. Donc d'où l'aspect concept, en fait, c'est tout le temps en mouvement, les informations, elles sont jamais figées. Ouais, il y a un vraiment gros travail organique. Comme tu vois, j'aurais une petite anecdote, là, c'est sur le dernier Ant-Man et la Guêpe, la Quantum Mania. Il y a un personnage qui est joué par Bill Murray. Et j'ai travaillé pendant des mois et des mois, si tu veux. On est parti, c'était pas forcément un personnage humain, il pouvait être en image de synthèse. Et du coup, j'ai plein de visuels où c'est des morceaux de rochers qui flottent, c'est une espèce de poule de l'espace. Enfin, c'était mon travail à moi de développer plein d'idées bizarroïdes. Du coup, j'étais parti sur plein de pistes différentes. Ensuite, il y a un acteur qui est arrivé. Et cet acteur-là, il n'avait pas du tout l'anatomie de Bill Murray, donc en fait c'était l'acteur pressenti. Donc j'ai commencé à travailler dessus, mais en respectant un petit peu, enfin pas en respectant, mais en nourrissant. Tu vois, j'ai regardé des séries télé dans lesquelles il était intervenu. Pour savoir sa gestuelle, etc. Exactement. Ouais, et l'humour, tu vois, ça me nourrit, ça me file des idées. Je vois, tu vois, dans ma tête directement, j'ai un truc où je me dis, tiens, une casquette, ça va pas lui aller. Par contre, un espèce de vieux chapeau désuet, machin truc, ça fonctionnera bien mieux. Idem, des grosses moustaches, ou tu vois, ce genre de truc, quoi. Et du coup, bim, je bosse dessus. Donc, tu fais toute la backstory du personnage. Pas tout à fait. Là, moi, j'adore et je fonctionne comme ça. La partie esthétique, ouais, mais je dois me nourrir, tu vois, lire entre les lignes. C'est une grosse partie de mon taf, c'est essayer de comprendre ce que veulent, parfois de me projeter, mais de comprendre aussi ce que les producteurs, le réalisateur et les scénaristes, ils ont voulu mettre dedans ou qu'est-ce qu'ils veulent, quelles sont leurs intentions. Est-ce que tu as l'histoire complète du personnage une fois que tu dois le créer? Non. Ou alors, parce que c'est au fur et à mesure de l'écriture? En fait, j'avoue, au début, c'était parfois difficile parce que tu sais pas comment il va évoluer le personnage. Et moi, j'ai besoin de ça. C'est le cœur même de la création, tu vois, d'un perso. C'est son look, en fait, quelque part, il est en corrélation avec son arc dramatique, avec qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire. Exactement. Est-ce que tu reçois toutes les informations lorsque tu crées ton personnage
ou alors tu as les informations au fur et à mesure et toi, ça te change ta ligne directrice de travail? Alors, elle change, parce que moi, je nourris aussi la machine de mon côté, mais surtout le travail, encore une fois, il est organique. C'est la façon de faire les films maintenant. Tu vois, le scénario, il va évoluer grave. Et entre le début, quand on travaille en pré-prod, et puis quand le film sort au final, il y a plein de choses qui auront changé. Et également, quand j'ai commencé à travailler avec eux, parfois c'était difficile, parce que sur un personnage, j'avais très peu d'éléments, j'avais même pas le scénario. Tu sais, il y a un côté pour éviter les leaks, et du coup, j'avais vraiment un truc parcellaire. Avec le temps, il y a eu plus de confiance, et sur la plupart des projets récents, quand c'est une grosse tâche de fond et tout, j'ai le scénario complet. Alors parfois, tu vois, je découvre aussi. Ouais, grave, moi j'ai besoin de ça. Parce que tu peux voir où le personnage, où tu veux l'emmener, enfin, où les producteurs, les réalisateurs, le scénariste veulent l'emmener, mais aussi toi, dans sa façon de créer le personnage, il faut peut-être qu'il ait des petites mimiques qui font deviner ou je sais pas, un petit regard qui plaît. Ça te permet de comprendre aussi le ton du film. C'est vrai. Parce que t'as pas tout le film, mais c'est vrai. Parce que par exemple, Marvel, tu vois, ça fonctionne comme une espèce de série télé, on va dire luxueuse, où chaque blockbuster, chaque film, en fait, c'est un épisode d'une espèce de grosse saga. Ils sont plus ou moins reliés, mais ils ont tous un ton différent. Si tu prends Ant-Man, c'est ce qu'on appelle un heist movie, là, un film de cambriolage. Même la musique, tu vois, c'est une musique jazzy, machin truc. Ant-Man, il démarre, il est en tôle, il va y revenir plusieurs fois. Il y a vraiment une thématique là-dessus. Captain America, c'est du pulp. Tu vois, c'est l'espèce enfin, le premier en tout cas, c'est un truc d'aventure à l'ancienne. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, tu vois, chaque film a un registre différent. Thor, tu vois, j'ai commencé à bosser sur Thor Ragnarok. Rien à voir en plus. Ouais. Et quand je suis arrivé, moi par contre, tu vois, je connaissais pas et on me dit Ragnarok, c'est la fin des temps, le renouveau, l'apocalypse. Je me dis, oh putain, ça va envoyer du bois, ça va être hyper sombre. Et d'un coup, quand j'ai vu en fait Taika Waititi, idem, je fais mes devoirs, qu'est-ce qu'il a fait avant, le réalisateur, quel ton il va amener sur le film. Je dis, ah ouais, et en fait, j'ai compris assez vite que c'était pas du tout ça et que ça allait virer en fait comédie. Ouais, c'est vraiment de la comédie fantastique. Moi, j'ai adoré en plus le Ragnarok, un peu moins celui d'après, là, on va dire. Ouais. Mais en tout cas, le premier, ouais, je l'avais trouvé brillant, mais vraiment inattendu. Et effectivement, il y avait ce côté, tu vois, plus j'avais d'infos, plus je comprenais le ton du film. Et idem, à moi d'orienter mon travail pour être au service en fait, de la vision du réalisateur et des producteurs. Et donc aller dans ce sens-là, quoi. Est-ce que toi, il y a une discipline que tu aimes plus entre le jeu vidéo, les films ou l'univers de Magic? Parce que c'est trois travails drastiquement différents au final. Ouais, carrément, mais j'ai des bons souvenirs, tu vois, des trucs excellents de chaque côté. Par exemple, sur Magic, ce serait quoi des bons souvenirs que tu as eus? Le fait d'avoir fait des cartes en fait super balèzes, il y a les tournois à travers le monde, le fait d'être invité. J'ai aussi beaucoup apprécié le fait d'aller travailler chez eux plusieurs fois, donc d'être vraiment au cœur du processus. En direct. Ouais, et ça ressemblait à tout ce qu'on vient de parler là, tu vois, du concept. C'était pas d'illustration des cartes, c'était développer l'univers, donc avec l'équipe clé, avec d'autres artistes. Là, il y a vraiment un côté, tu vois, émulation. Tu as créé des personnages qui voyagent dans le temps. Ouais, c'est ça. Qui voyagent à travers. C'est pas seulement le temps, c'est à travers les plans. C'est-à-dire Magic, l'univers de Magic, il est divisé en plein d'univers séparés qui sont tous reliés. Ces univers-là, on les appelle des plans. Et donc, il y a des personnages qui s'appellent les arpenteurs qui sont capables d'évoluer d'un plan à l'autre. Et en gros, ça sert aussi la trame. Tu vois, comme chaque année, ils sortent un nouveau set de cartes différents. Ça permet de les revoir, du coup. De les revoir, de faire avancer une histoire. C'est marrant, tu vois, c'est un jeu de cartes à collectionner. Il ne devrait pas y avoir C'est pas ce sujet, enfin, comme dire, propice à avoir une vraie narration. Après, tous les jeux de cartes, ils ont leur lore, leur univers pour les fans qui puissent justement aller plus loin dans l'histoire. Et ils ont fait un gros travail là-dessus, justement, pour se donner tous les outils pour créer une histoire forte et que les gens soient impliqués émotionnellement. Donc, pour ça, tu as besoin de personnages. Et du coup, j'ai eu la chance d'être appelé, enfin ils m'ont appelé il y a 15 ans pour créer peut-être les premiers personnages qui leur ont servi à déclencher, on va dire, toute l'histoire, j'allais dire moderne, mais... Non, mais je suis d'accord avec toi, le fait qu'il y ait des personnages qui puissent aller dans d'autres plans, eux, ça leur ouvre des portes de réflexion pour de nouvelles cartes. Donc, tu vas voir un peu l'histoire de ce personnage à travers le temps, qui va rencontrer des personnages qui, normalement, il n'aurait pas pu rencontrer. Donc, c'est quand même des personnages qui sont puissants dans le lore. Ouais. C'est stylé quand même. Tout à fait. Parce que c'était un peu les premiers. Ouais. Tu vois, donc même au niveau du concept, ça fait toute une ligne directrice des cartes autour de ces personnages-là. Et du coup, ça leur permet aussi de pouvoir renouveler, d'avoir une astuce, on va dire, narrative, qui fait que chaque année, il y a un univers différent. Bah oui, on peut voyager entre les plans, il y a une nouvelle porte ou il y a un nouveau plan qui apparaît. C'est un peu le shortcut scénaristique qu'on a de temps en temps, qui marche très bien d'ailleurs. Et les jeux vidéo, tu t'es lancé comment? Est-ce que toi, tu étais joueur de base ou plus consommateur de films Je suis pas joueur de tout, jeux vidéo pas mal. Mais par contre, j'adore toutes les mécaniques de jeu, le fait de créer une expérience. Tu me demandais par rapport à ce qui me touche le plus. Là, j'ai un gros projet de BD. Enfin, maintenant, j'écris de plus en plus pour moi. Et donc, la narration pure et dure, c'est quelque chose qui me passionne. Qui va même au-delà je vais pas dire du hobby ou du truc professionnel, mais ça m'a ouvert plein de voies de réflexion par rapport à... Objectif de vie, carrément. Tu as envie que les gens ils découvrent ton univers à travers ta BD? Il y a ça. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, la BD, la grosse BD sur laquelle je travaille, il y a pas de. Je veux pas en parler plus parce que j'ai encore énormément de boulot. Bien sûr, c'est juste l'expérience très avancée. Mais il n'y a pas d'éléments fantastiques. C'est inspiré d'une histoire vraie.
Ça parle entre autres du deuil, il y a un sous-texte écologique. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui vont être... je prends des risques dans le sens où c'est très inattendu par rapport à ce que les gens connaissent de mon travail habituel. Je me suis pas forcé, c'est juste un truc qui est en moi et que j'ai envie de le sortir. Donc j'ai passé un temps énorme là-dessus. Et du coup, ouais, il y a beaucoup de... Enfin, c'est ce que j'apprécie dans l'écriture, là, le travail, la psychologie, la compréhension de l'autre, de l'altérité. Enfin voilà, bref, il y a plein de trucs... Donc il y a ça, et tu me demandes par rapport aux jeux vidéo, bah ouais, non, si, je kiffe aussi. En fait, parce que la question, c'était surtout, si tu peux nous parler de ton parcours rapidement d'un point de vue chronologique, comment tu as démarré, les études, pourquoi aller, est-ce que tu as commencé par Magic, tu vois un peu comment tu es... Alors, 1978, le petit Alexis Briclot né à Villerue. Ok, très bien, ça commence bien, ouais. Non, j'ai toujours énormément dessiné, j'étais un très bon élève à l'école, mais j'avais un truc de passion avec le dessin, les trucs plastiques, le fait de créer. Et je crois que mon premier... gros kiff, c'était le cinéma fantastique. Et du coup, j'ai eu toute une période, si tu veux, à faire des maquettes de vaisseaux spatiaux dans mon jardin, à faire des... Warhammer, t'as fait un peu? Non, très peu, mais je construisais des maquettes pour faire des prises de vue, tout ça. Je faisais des masques en latex, je moulais la tête de ma frangine et de gens autour de moi pour recréer des masques en latex que je remoulais, je faisais des tirages. Des sculptures et tout, ok. Ouais, la 3D, sculpture, tout ça. Et c'était vraiment une sorte de fantasme. Et en fait, j'avais déjà fait des couvertures de comics pour Marvel. Incroyable. Et tu sais, à l'époque, avant le développement de Marvel Studios, il y avait des séries sur Netflix développées par Marvel TV. C'était une autre entité. Et j'ai reçu un mail un soir, donc là j'ai toute une histoire où il me demandait si j'étais pas intéressé pour être directeur artistique visuel sur les séries télé, donc Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, tout ça et tout. Il fallait déménager, il y avait un plan du lot à Los Angeles et tout, et donc je reçois le truc, je me dis oh putain, c'est pas rien, c'est changement de vie complet, il me faut la green card, je venais d'acheter un appart, donc je commençais juste à m'installer à Paris, le gros truc et tout, donc faut tout changer, le stress, tout ça, est-ce que j'en suis capable? Enfin bref, non pas seulement j'en suis capable, mais qu'est-ce qu'ils veulent, tout ça. On a fait plusieurs calls avec la productrice. Alors c'est rigolo parce que ça cochait toutes les cases, tu vois. Je demandais est-ce qu'il y aurait possibilité d'aller sur les plateaux de tournage? Ouais. Est-ce qu'il y aurait possibilité de bosser avec les costumiers directement? Ouais. Est-ce qu'il y aurait possibilité de bosser avec les gens qui font les décors? Ouais. Avec les showrunners qui écrivent les histoires, échanger avec eux et tout? Ouais. Donc j'étais là, ça cochait tout le truc. Ils t'ont mis en confiance aussi dans ta création. Ouais, là c'était vraiment cool et tout. Et par contre, en fait, je pense qu'ils avaient des besoins qui n'étaient pas du tout quantifiés. Ils savaient pas trop. Pour eux aussi, c'était l'inconnu. Du coup, je pense que c'était plus simple de prendre quelqu'un qui était à Los Angeles directement, tu vois, que d'appeler un Français, de lui trouver une green card et puis le gros changement de vie, tout ça. Et en fait, finalement, ça s'est arrêté et il n'y a pas eu de suite à ce projet-là, il n'y a pas eu de directeur artistique ou quoi que ce soit. Par contre, en même temps, je me suis dit, tiens, je vais leur rendre visite. Donc, je m'étais fait un kiff, là, aller à Los Angeles, contacter la productrice. Je suis allé sur les plateaux de Agent Carter à visiter. On avait une visite... le genre de truc, j'aurais payé pour, quoi. Visiter le plateau, aller voir la chef costumière qui présente tout son truc, aller sur le décor. On avait pris des photos là dans l'avion, tu sais, dans la série, ils ont une espèce de QG. C'est un avion en vol toujours. Donc vas-y dans le cockpit, là, prendre des photos, tout ça. Dans le film, quoi, dans la série directement. Dans la série, ouais, il y avait les comédiens qui étaient à côté, tout ça. Et à un moment, en fait, j'étais derrière, ils nous avaient mis derrière le siège du réalisateur avec la script. Et le réalisateur s'est tourné en me demandant c'est qui eux Et à un moment, j'ai eu un truc, je me suis dit, merde, putain, je connais le jeu vidéo, ça fait des années que je bosse dedans, mais le cinéma, je connais pas du tout. Surtout même, il y a beaucoup de règles dans le cinéma américain, tout ça, il faut connaître, quoi. Et je me dis, putain, si je travaille là-dedans, mais qu'est-ce que je fais? Parce que je voyais un mec qui agitait la machine à fumer à droite, je voyais les trucs, des fois, je vois de la patine, je me disais, putain, je trouve ça pas terrible, en fait, mais ça fonctionne bien à l'écran. Alors maintenant, il y a la captation en HD, donc à voir si vraiment c'est filmé de près, mais des fois, il faut concentrer son attention, c'est pas la peine de se faire chier sur le vernis du décor. Et bref, j'étais là, je me dis, putain, comment ça va? C'est une autre manière de travailler, quoi. Ouais, grave. Ça t'a donné envie et du coup, tu t'es... Donc, avec cette productrice-là et sur ces séries-là, ça s'est pas fait. Mais pendant ce même voyage-là, j'avais contacté plein de gens et je suis allé rendre visite à Andy Park, donc un illustrateur aussi, c'est le lead de la partie VizDev de Marvel Studios, qui vient du comics également. Et je lui ai dit, est-ce qu'il y a moyen de te rendre visite, tout ça? Et il m'a dit un truc du style, on cherche des concept artistes, je connais tes illustrations, je kiffe en fait depuis des années, tout ça. Est-ce que tu as déjà réalisé du concept art? C'est une autre discipline. Et puis oui, ça tombe bien, j'en avais des centaines, voire des milliers, puisque je bossais dans le jeu vidéo avant, donc j'avais des concepts même de décors, de persos. Et dans le milieu fantastique aussi, donc c'était peut-être un avantage pour toi. Avec tout mon travail, oui, ça cochait toutes les cases. J'avais fait des couvertures de comics Marvel. Il y avait déjà chez Marvel Comics, justement, qui m'avait recommandé également. Je l'ai su après. Okay. En fait, je me suis demandé aussi comment ça s'est créé la connexion. Justement, il y a le gros éditeur l'éditeur en poste, là, tout en haut, là, avait mon nom. Il y a une autre personne qui avait eu mon nom, ça avait circulé. On s'était rencontrés sur des workshops, pareil, des événements internationaux. Du coup, il y a toute une combinaison de plein de faisceaux qui ont fait que mon nom est tombé. Et puis ça s'est passé, ça s'est fait dans la foulée là, avec Andy. Et puis du coup, j'ai de la chance depuis. C'est super compétitif et c'est dur parfois. Mais ça fait 6 ans que je bosse avec eux. En plus, c'est le fruit de ton travail, quoi. C'est tout ce que tu as accumulé à travers les années qui t'a permis d'obtenir un poste comme celui-ci. Ouais, clairement, je pense. Les compétences également, le fait d'être rapide ou de pouvoir développer
d'autres pistes, d'autres idées. Ouais, ça fait Et là, c'est quoi, par exemple, très rapidement pour terminer, déjà, merci beaucoup d'être resté jusque-là, merci à vous les auditeurs. C'est quoi tes projets actuellement? Tu nous as parlé de ta BD, est-ce qu'il y a un livre multiverse aussi que tu as sorti? Exactement, on ne l'a pas sorti, donc c'était une campagne de financement participatif, mais le livre, il va avoir sa vraie vie, il va sortir en librairie en fin d'année. D'accord. Et pour tout dire, on a fait la campagne, mais que forcément, le livre n'est pas fini. Donc j'ai sélectionné... C'était un Kickstarter, je me souviens. Kickstarter, voilà, ouais. Mais ça, c'était juste, on va dire, donc Kickstarter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu... les internautes peuvent contribuer à un projet pour lui donner vie. Exactement, une contribution... Après, il y avait cette campagne-là, mais oui, ce qui est bizarre, c'est que le livre sortira avec des add-ons spéciaux, enfin des ajouts spéciaux pour cette campagne-là, mais il sort également en librairie, donc il a eu sa seconde vie. Il l'aura ensuite, en fin d'année. Il y a des centaines d'images dedans, j'ai essayé de rajouter plein de notes, partager un petit peu des expériences de vie, des réflexions, des trucs comme ça, parce que je pense, on appelle ça une monographie, et du coup je pense pas que je vais faire plusieurs monographies comme ça, je pense que c'est même la dernière de ma vie. Après je passerai à d'autres projets, ou enfin, je rentre pas, ma vie n'est pas finie, c'est pas ça. C'est des projets de projets, mais ouais. En tout cas... Celui-là c'est une grosse synthèse super importante, il y a un petit côté... bim, ça se pose là. Et moi, c'est aussi un truc émotionnel, dans le sens, tiens, regard en arrière. C'est un trophée, quoi, un pilier. Cool, quoi. Merci Alexis de ce témoignage, de ton histoire, très intéressant. Merci à toi, énormément, c'était cool. On espère te donner plein de force pour tes projets. On suivra ça de très très près. Pour Ici Podcast, nous on se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt tout le monde.